Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors normalement, vous devez voir notre écran. Ok, bon, je vous propose qu'on commence. Allons-y. Alors, bienvenue dans notre webinaire sur le business plan 2016, afin de bien démarrer l'année. Alors, pour information, vous pouvez écouter le webinaire soit de votre PC, soit via le numéro de téléphone qui était dans l'invitation. Sachez que vous pouvez poser des questions dans le petit onglet questions qui est dans le client GoToWebinar. Et donc, soit on y répondra au fil de l'eau ou à la fin du webinar, on prendra un moment pour répondre à toutes les questions éventuelles. Sachez que le webinar est maintenant enregistré, donc il sera disponible pour de futures consultations sur notre chaîne YouTube. Alors, je vais laisser Thomas se présenter. Donc je suis Thomas Bress, le directeur technique de BMSP, et donc je m'occupe de toutes les thématiques techniques, organisationnelles et stratégiques chez BMSP. Et moi, donc Frédéric Navarro, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe à la fois du développement de BMSP, mais aussi j'interviens sur des formations commerciales et de management autour des bonnes pratiques MSP. Donc nous serons vos hôtes pour ce webinaire. Alors pour rentrer un peu dans le vif du sujet, voici l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui. On va rapidement resituer qui nous sommes, ce qu'on fait, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet du business plan, donc à la fois la préparation, le business plan en tant que tel, des outils d'aide à la décision et pour faire des prévisions, les bonnes pratiques quand on a décidé d'actions, de chiffres, etc. Ben, un petit peu comment l'implémenter et qu'est-ce qui se fait dans le secteur du MSP. Et comme je vous le disais, on a prévu un moment pour faire des questions-réponses et on vous parlera à la fin des prochains événements que nous organisons ou auxquels nous serons présents. Donc j'espère que cet agenda vous plaira. Donc commençons. Donc pour nous présenter, donc on s'est spécialisé dans la revente et l'intégration d'outils MSP. Donc nous faisons que ça. Et on a aussi une activité de conseil, à la fois dans l'intégration de ces outils, mais dans les bonnes pratiques du modèle MSP, que ce soit l'offre, l'organisation, les outils, le développement commercial. Donc nos clients sont essentiellement des prestataires informatiques et télécoms sur le territoire français. Et donc on est actif depuis un petit moment, on connaît bien le métier donc on a été repris dans des classements du secteur, notamment le MSP Mentor. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur leur site et il y a pas mal de contenu. C'est un site américain qui est très bien fait sur le sujet. Alors les solutions MSP que nous avons choisies, tout d'abord pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elles délivrent en fait sur la gauche toute la proposition de valeur du MSP. Donc on parle beaucoup d'automatisation, d'industrialisation, quand on veut quelque part ne plus faire les choses à la main et faire en sorte que ça soit plus fluide, quand on veut rajouter des services additionnels, se professionnaliser, mais aussi surtout donner de la visibilité aux clients. Il y a tout un écosystème d'éditeurs qui sévit, on va dire, sur le marché. Pour les présenter rapidement, vous avez Autotask, qui est le leader à la fois dans l'outil de RMM quand on veut automatiser la gestion de parc de ses clients, mais aussi qui propose un outil un ERP, on va dire, qui va se connecter au RMM et qui est vraiment dédié au métier du prestataire informatique et du MSP pour fluidifier son activité, automatiser certains process et avoir une vue d'ensemble de toute son activité, de l'opportunité aux interventions, au temps passé, aux tickets en cours, etc. Datto est le leader de la continuité d'activité. Donc, c'est une solution intégrée qui fait de la sauvegarde, mais qui permet de faire redémarrer des environnements en quelques minutes quand il y a un incident sur des serveurs et qui aussi propose une solution connectée au cloud. Ils ont acheté une société qui s'appelle Backupify, qui fait en fait du backup de cloud à cloud et notamment en ce moment une offre qui marche très très bien, c'est du backup de Office 365. Donc si vous êtes intéressé, on sera disponible pour en parler à titre individuel. Et puis Webroot, qui est un antivirus full qui propose des solutions de filtering, etc., mais full cloud. Donc toute l'intelligence est dans le cloud, ce qui permet d'avoir une gestion de déploiement très légère et une intelligence connectée à l'ensemble du réseau Webroot pour pallier à des attaques éventuelles.
Sachez que les solutions MSP répondent à des critères, celles qu'on a choisies y répondent, mais de manière générale, euh, ces solutions-là sont là pour aider et faciliter l'exploitation et la mise en place. Il y a une notion aussi de je veux tout gérer de manière centralisée, je vais avoir cette capacité à automatiser, donc de plus avoir à faire avoir à faire les choses à la main. Le modèle économique aussi est vraiment orienté MSP, c'est-à-dire que c'est souvent du paiement à la consommation, qui suit aussi un modèle d'abonnement, et qui est pour certains sans engagement, donc ça vient supporter quand on veut faire des forfaits et qu'on veut pas forcément engager le client sur la durée, que les outils aussi suivent la même logique. Et puis on parle de philosophie marque blanche, mais l'idée c'est de valoriser le contrat de service et tout ce que vous allez proposer au client, qui va être un assemblage des technologies, mais aussi de votre savoir-faire, plutôt que uniquement de la revente de technologies, sans trop parler du partenaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment des technologies pour vous mettre en valeur, pour, on va dire, résumer un petit peu les critères de ces solutions-là. Alors, on va rentrer dans le business plan. Alors, dans la préparation, il y a 3 grandes parties. Ce qu'on propose en général, c'est vraiment de préparer, donc d'évaluer la situation avec plusieurs ratios, plusieurs calculs, mais qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière? Ensuite, d'aller dans un modèle de planification, dire tiens, c'est quoi votre vision à long terme, et aussi de se dire quels sont les objectifs que je vais me mettre atteignables, mais surtout qui vont avoir un effet bénéfique sur la valorisation de mon entreprise et le rythme que je veux donner au niveau commercial. Et après l'implémentation avec le plan d'action et les responsabilités de chacun. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur ces, on va dire, 3 blocs-là dans le business plan. On voulait faire un petit rappel sur les indicateurs du MSP qui, on va dire, vraiment les indicateurs clés. Le premier, je vais laisser la parole à Thomas, le fameux revenu mensuel récurrent. Oui. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de différents indicateurs, mais il y en a quelques-uns qui sont très très importants à suivre dans le milieu du MSP et qui sont vraiment, quand on va aux États-Unis sur des MSP très avancés, c'est vraiment uniquement ce type d'indicateurs qui vont suivre et regarder de très près. Donc le premier qui remplace un peu les notions de chiffre d'affaires, mais qui est le revenu mensuel récurrent. Ça veut dire quel revenu total vous avez chaque mois qui est issu de vos contrats MSP. Donc dans le monde du MSP, c'est vraiment le principal indicateur. Et sachez par exemple que même les valorisations de MSP sont calculées à partir d'un coefficient sur le RMR. Donc par exemple, ils vont être valorisés à 8 fois, 10 fois leur RMR. Donc ça c'est très important de le suivre, et pour le suivre c'est bien de se tenir d'avoir un tableau avec la liste des différents contrats que vous avez. Donc comme ça vous avez toujours une visu rapide et synthétique de tous les contrats que vous avez embarqués. Donc ensuite le deuxième indicateur essentiel que on regarde toujours quand on travaille avec des clients, c'est pour évaluer leur niveau de prix. C'est le PMPU, c'est le prix moyen par utilisateur. Donc c'est assez simplement, c'est le revenu mensuel en contrat divisé par le nombre d'utilisateurs que vous supportez. Alors ça peut être le nombre d'utilisateurs ou le nombre de postes, ça dépend aussi un peu de la façon dont vous pricez, calculez les choses. Voilà, les Américains parlent en seats. Voilà. Et voilà, nous on aime bien parler en termes d'utilisateurs, c'est aujourd'hui plus la tendance. Et c'est un indicateur qui permet qui est assez neutre, c'est-à-dire que d'un prestataire à un autre, on peut toujours regarder son prix moyen par utilisateur, quelle que soit la façon dont il fait son pricing, etc. Ça sera toujours équivalent. On pourra toujours comparer le prix moyen par utilisateur, et c'est très parlant en termes de niveau de tarification que vous arrivez à avoir, sachant que nous on conseille idéalement vous devrez être au-dessus de 50 € par utilisateur. Après c'est toujours un peu à tempérer en fonction du nombre d'ingrédients et de choses que vous
que vous intégrez dans vos offres, hein, surtout si vous intégrez beaucoup d'ingrédients, antivirus, messagerie, etc. Votre PMPU doit être plus fort. Mais la, la fourchette, hein, c'est pour répondre on a des questions. Ouais. Avez-vous des données chiffrées à communiquer? Ouais, ouais. Donc le MPU, la fourchette large, c'est entre 50 et 100 euros par mois par utilisateur. On va dire idéalement. C'est vrai on ne compte pas forcément beaucoup de gens qui sont à ces niveaux-là, mais c'est ce qu'il faut viser. Aux États-Unis, ils visent plutôt 100 dollars, voire plus, hein, ouais. Voilà. Donc un peu de la même façon que vos contrats, vous devez aussi suivre votre PMPU moyen et surtout vous pouvez aussi le calculer par client. C'est là que ça va être intéressant parce que vous pouvez voir aussi euh, d'un client à un autre à combien vous êtes. Et des fois c'est vrai que quand vous êtes sur des modèles de tarifaires un peu compliqués, etc., on n'a pas toujours la notion de combien au final je fais payer par utilisateur à chaque client. Et on peut des fois avoir des petites surprises. Alors pour Le, information, il y a quelqu'un qui dit il n'y a pas de son, mais c'est normal, on a coupé les micros de tout le monde pour justement éviter peut-être certains bruits cumulés autour de vous. Et donc vous avez la possibilité de poser des questions, on y répondra au fil de l'eau sans problème. voilà. Mais vous devriez nous entendre cependant. Alors, On va aller sur le un autre indicateur que les gens regardent pas trop et on voit souvent, des fois surtout sur des prestataires de plus petite taille, c'est assez parlant, c'est la valeur de contrat moyen. Donc c'est le RMR moyen. Donc c'est votre RMR total divisé par le nombre de clients. Donc ça vous donne quelque part votre panier moyen, c'est-à-dire combien en moyenne quand vous prenez un client, est-ce qu'il la valeur du contrat. Euh, et en fait, on regarde ça parce que aujourd'hui, dans nos métiers, avoir un client a un coût fixe, qu'il soit petit, gros ou moyen. De toute façon, vous devez l'enregistrer dans vos systèmes, tenir à jour une documentation, entretenir la relation avec lui, etc. Donc il y a tout un tas de choses à faire qui sont liées. Donc avoir un client a un coût. Et c'est vrai que du coup, on cherche quand même à avoir un RMR qui soit un peu le plus élevé possible, c'est-à-dire une valeur de contrat moyen assez élevée, parce qu'en fait, opérer, on va dire, 10 clients de 20 postes, ça demande beaucoup moins de ressources. Donc 10 clients de 20 postes, ça va faire 200 utilisateurs. Ça va vous demander beaucoup moins de ressources que si vous deviez en avoir 40 de 5 postes. Parce que gérer 40 clients ou 10, c'est pas du tout pareil, même si le nombre de postes au final est le même. Voilà. Donc c'est vrai que quand on voit des prestataires qui ont énormément de petits clients, c'est vrai que il y a une grosse déperdition d'énergie à avoir comme ça autant de clients. Donc il faut absolument regarder ça et essayer de faire monter son montant de contrat moyen. Voilà. Et une petite astuce, hein, c'est plus pour vos offres, mais c'est de mettre en place un minimum de facturation mensuelle sur vos contrats MSP, c'est-à-dire d'imposer une valeur mensuelle minimale en dessous duquel vous ne travaillez pas. C'est-à-dire que même si quelque part votre pricing est en dessous de cette valeur-là, vous allez toujours facturer au moins un certain montant. Euh, voilà, ça peut être 200, 300, 500 euros, 1000 euros en fonction de votre taille, mais ça permet de faire éventuellement remonter un petit peu le RMR moyen et toujours travailler peut-être avec des clients plus petits que vous pourriez avoir en portefeuille, mais quand même avoir un niveau de rentabilité qui soit un peu plus élevé. ce qu'on observe, c'est que certains prestataires ont du mal à faire évoluer le panier moyen. Et la raison, c'est souvent, ils sont recommandés, quelque part ils gèrent un flux entrant. L'idée, c'est d'inverser un petit peu la tendance, d'aller au-delà et de se dire, de partir de mon base prospect et de voir qui pourrait correspondre à des critères de revenus récurrents un peu plus importants pour petit à petit
fait gravir les échelons plus rapidement. Hmm. Voilà. Sachant qu'il peut aussi y avoir une mécanique, c'est pour les gens qui sont un peu ambitieux, mais c'est vrai qu'on a tendance aussi, ils le font beaucoup aux États-Unis, mais ils essayent d'assainir leur portefeuille de clients. C'est-à-dire qu'ils vont, à chaque fois qu'ils vont prendre un client avec une valeur de contrat intéressante, avec un prix moyen par utilisateur intéressant, ils vont derrière pouvoir écrémer sur le bas des petits clients qui seraient peut-être sur des petits revenus mensuels ou sur des prix par utilisateur faibles. Et s'ils font cette analyse-là, souvent ils disent, bah voilà, ça nous gère pas au support. Et du coup, ça monopolise trop de bandes passantes et surtout en mode réactif. Donc, on peut pas forcément faire beaucoup de proactifs. Et derrière, bah, c'est du temps qu'on n'a pas pour aller chercher peut-être des clients et des contrats plus juteux. Voilà pour le RNR moyen. Voilà. Donc après, on va passer sur un autre indicateur qui est aussi très important à chercher à analyser. C'est le TUMR, c'est le temps par utilisateur par mois en réactif. Donc en fait, c'est pour un utilisateur que vous supportez, combien d'heures de support il va vous consommer en moyenne au global sur tout votre parc. Donc c'est donc temps passé en réactif, donc tout ce qui est support, incident sur site, etc., divisé par le nombre de... Donc vous prenez le temps total que vous avez en support ou le nombre de ressources que vous avez en support, et puis vous le divisez par le nombre d'utilisateurs ou de postes que vous supportez. Et donc ça vous donne le nombre d'heures qu'un utilisateur vous consomme par mois. Et donc ça, c'est directement, euh, ça vous montre directement le bruit que vous avez chez les clients. Et donc c'est quelque chose qu'il faut chercher à diminuer. Donc c'est le temps par utilisateur. Donc en général, on peut aussi le déduire à partir de deux autres indicateurs qui sont le nombre de tickets par utilisateur par mois et le temps moyen que vous mettez pour traiter un ticket. Donc c'est aussi deux indicateurs qui sont liés. Mais au final, ce qu'on cherche à savoir quelque part, c'est combien nous coûte un utilisateur à supporter en support, en réactif. Et du coup, on va essayer d'optimiser ses process, d'optimiser sa proactivité, de faire en sorte de diminuer le bruit. Donc il y a toujours deux leviers pour baisser ça. Et effectivement, je vais essayer de diminuer le nombre de tickets, donc le nombre de tickets par utilisateur. Essayer d'en éliminer, trouver les tickets récurrents. Voilà, il y a tout un tas de techniques et de moyens de chercher ça. Et le deuxième levier, c'est d'optimiser votre temps de traitement, c'est-à-dire de traiter les tickets plus rapidement. Donc ça, peut-être avec une meilleure organisation, une meilleure documentation plus accessible, etc. Donc voilà. Nous, on a vu aux États-Unis, par exemple, il y a des coachs pour les MSP, ils chronomètrent carrément combien de temps est-ce que le mec il met pour aller consulter la doc, etc. Donc ils sont avec le chrono pour essayer d'aller gagner un peu les minutes. Et au final, quand on travaille sur ces deux leviers, ça peut avoir un effet très très significatif sur quelque part le coût du support d'un utilisateur. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait du MSP, vous êtes en illimité et vous vous engagez à supporter le client, quel que soit le volume de problèmes qu'il a. Donc c'est très très important d'essayer d'agir dessus pour que vous soyez le plus rentable possible et que vous ne perdiez pas d'argent. Et c'est Voilà, donc pour aller commercialement, juste sur cette notion de... enfin, excuse-moi, juste pour ajouter commercialement, c'est très important parce que Oui. comme il y a beaucoup de MSP aux États-Unis, bah, ils se différencient aussi par leur performance. Donc, ils peuvent dire, bah, chez nous, un ticket, c'est résolu en temps de temps, on le prend en charge en temps de temps, et donc du coup, potentiellement par rapport à vos résultats actuels, vous allez gagner ça en productivité. Si on rapporte ça à un salaire chargé, ça vous fait ça en coût caché qui n'est pas dépensé sur de la panne informatique. Donc ça peut être un gros argument commercial si vous arrivez à avoir des résultats tangibles et compétitifs. Voilà. Et après, assez facilement aussi pour en déduire combien vous coûte un poste ou un utilisateur en support. Vous prenez justement ce temps par utilisateur par mois en réactif et vous le multipliez par votre coût salaire moyen pour un de vos techniciens. Donc ça va vous donner rapidement un prix mensuel, donc un coût mensuel de support pour un poste. Voilà.
Et faites le calcul, des fois, vous pouvez avoir des petites surprises, et surtout quand vous ramenez ça au prix moyen par utilisateur, hein. Des fois, on se rend compte qu'on n'en est pas loin, voire au-dessus. Ok. Donc, par rapport à l'analyse de 2015, l'idée c'est de prendre un peu de recul et de faire l'analyse de tout ce qui s'est passé, parce que s'il y a eu une atteinte des objectifs, et un peu essayer de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a très bien fonctionné ou qu'est-ce qui n'a pas vraiment fonctionné. Est-ce que vous allez mettre en place aussi des actions qui vont éventuellement inverser la tendance et quels seront les impacts directs de vos actions. Et les hypothèses, tiens, j'imagine que je vais pouvoir aller sur des plus grosses cibles, attaquer tel marché, augmenter mon panier moyen. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, euh, de regarder aussi quel a été mon rythme. Est-ce que j'ai eu un rythme régulier d'ajout de revenus récurrents? L'idée, c'est d'avoir idéalement un rythme tous les mois de nouveaux revenus récurrents arrive. Et pourquoi? Parce que certaines fois, chez certains prestataires, il y a du revenu qui est pas, on va dire, de bonne qualité, niveau de prix trop bas, du bruit trop haut. Donc du coup, ça permet, quand on a une mécanique régulière, de faire des arbitrages positifs pour avoir une base un peu plus saine. Et aussi le rythme de nouveaux clients. Est-ce que c'est quelque chose qui est régulier, qui est subi, ou vous êtes vraiment dans une dynamique où régulièrement je vais attaquer le marché et pour aller vers des nouveaux contrats. C'est intéressant de voir aussi la part de RNR, revenu non récurrent, quelque part qui est important, mais aussi de le ramener au revenu récurrent et voir si vous voulez avoir une part plus importante de revenu récurrent et que le revenu non récurrent prenne une part moins importante pour vous, simplifier la vie. Et après, les nouveaux clients, est-ce qu'ils inversent la tendance ou est-ce qu'ils la on va dire, il la conforte sur le revenu récurrent moyen et le prix par utilisateur. Est-ce qu'il y a une tendance haussière, ça stagne, ça baisse et pourquoi? Donc voilà un petit peu les pistes d'analyse et c'est intéressant de prendre ce recul tranquillement euh, et de se dire ok par rapport à ça, quelles vont être mes hypothèses et mes actions pour 2016. On va vous donner un petit exemple d'analyse de revenus. Je vais laisser la main à Thomas. Voilà. Donc ça, c'est un petit exercice qui est assez facile à faire et que je vous recommande de faire. C'est de lister l'ensemble de vos clients que vous avez en contrat à manager dans Excel. Et ensuite, donc, vous mettez justement la valeur de montant du contrat par mois et le nombre d'utilisateurs supportés. Donc déjà avec ce petit calcul, vous allez pouvoir calculer le PMPI pour chacun de vos clients, hein. Donc ça ça vous permet tout de suite de voir ceux où vous prenez assez d'argent ou pas. Et après, pour ramener ça un peu sur une notion de rentabilité ou de bruit, hein, c'est pas forcément très précis, mais c'est quand même assez indicatif. C'est que vous calculez combien d'heures de support ils vous ont consommé dans l'année. Vous ramenez ça au mois. Et en fait, on va faire ensuite le taux horaire, c'est-à-dire qu'on prend le revenu mensuel récurrent et on va le diviser par le nombre d'heures de support. Et donc ça va vous donner un taux horaire fictif, hein, mais qui est quelque part combien est-ce que vous auriez vendu l'heure de support chez ce client-là en fonction de ce qu'il paye. Donc ça n'a pas de valeur en soi, mais ça vous donne un indicateur de savoir si effectivement par rapport au temps qu'il vous prend et au montant qu'il paye, si il est rentable ou pas. Donc en ramenant ça aussi par rapport au PMPU, vous pouvez avoir une bonne vision des clients qui sont rentables et intéressants en termes de prix par rapport à leur taille et ceux aussi qui vont vous consommer beaucoup de support, hein. Enfin, savoir surtout un taux horaire qui soit bas. Donc effectivement, ceux-là, c'est ceux qui sont un peu à limiter. Et par exemple, dans notre exemple, voilà, on voit par exemple que le premier client qui a 800 euros pour 6, donc là, on est sur un PMPU très élevé, donc là, il n'y a aucun problème. Et en plus, il consomme assez peu de support, donc le taux horaire est très fort, donc là, il n'y a aucun problème. Et par exemple, on voit sur un cas
un peu sur la même taille, mais moins important, comme le 4, que effectivement on est sur un PMPU faible et en plus on a beaucoup de support, donc un taux horaire qui est très faible aussi. Donc là, c'est typiquement des clients qui font chercher soit à changer de contrat ou à se séparer, tout simplement. Je crois qu'on a quelques Oui. questions. À quel moment est-ce que vous avez des coûts d'exploitation type cloud ou licence? Là, on regarde vraiment juste le chiffre d'affaires de revenus récurrents et on va dire que tant que vous avez des ingrédients qui font partie de l'offre, comme une boîte de messagerie ou des choses comme ça, on considère que c'est du RMR. Par contre, on inclut pour nous on va dire quelque chose où il n'y a pas de service. Je sais pas si je revends, on va dire, ouais, de l'exchange ou de la voix sur IP par exemple, mais qui est vraiment que quelque part du négoce de revenus récurrents. Pour nous, c'est pas quelque chose qui rentre dans le RMR. Et le RMR, c'est le chiffre d'affaires, hein, c'est pas la marge brute. Ouais, c'est chiffre d'affaires mensuel récurrent en fait. Ouais, ouais, ouais. Et comme le coût d'achat du service chez notre partenaire ne rentre pas en compte là, effectivement, si c'est juste quelque chose que vous faites en négoce, pour nous, c'est pas du RMR, c'est pas vraiment du MSP. Là, on parle de choses où il y a un service associé. Aujourd'hui, même chez les Américains, ils le séparent, ils appellent ça OMR, c'est Other Recurring Revenue. ORM, c'est d'autres revenus récurrents, qui sont des revenus récurrents, mais qui sont vraiment, qui restent de l'ordre du négoce, même s'ils sont récurrents. Là, vous n'avez aucun effet de levier ou de support. C'est du récurrent, c'est bien, mais voilà, c'est pas du service. Alors, comment calculer pour un client où l'on maintient uniquement les serveurs? Alors souvent sur ce type de clientèle, on va quand même essayer d'évaluer quelque part le. Alors on peut trouver d'autres types de contrats, mais ça peut être des contrats point de contact ou effectivement infrastructure uniquement. Et dans ce cas-là, il faut quand même essayer de ramener ça à une certaine taille d'entreprise pour voir quel est le potentiel derrière. Mais effectivement, ça peut être intéressant de les séparer en termes d'indicateurs, parce qu'on sait que de toute façon, on sera sur un prix par utilisateur qui sera beaucoup plus faible, mais le taux de support est plus faible aussi. Donc c'est pas forcément à exclure, mais effectivement, faut savoir quelque part dans ce tableau-là, vous pouvez rajouter éventuellement une colonne en plus sur le type de contrat. Donc effectivement, si vous avez plusieurs typologies de contrats qui font que il peut y avoir des grosses différences justement en termes de périmètre de service et de couverture, le fait de l'indiquer. Après, vous pouvez aussi faire ramener tout ça, faire des moyennes par type de typologie de contrat, par exemple. C'est vrai que pour l'offre MSP en général, on va y mettre ce qu'on appelle des services centralisés, tous les services qui vont gérer à la fois le serveur et les postes, les interventions sur site, les bonnes pratiques liées à l'infrastructure physique, le support et le packaging du conseil, du pilotage que vous allez offrir. Donc du coup, ça fait un ensemble de services que vous allez offrir avec des ingrédients cloud, messagerie et autres. Et ça permet après de faire ces calculs-là. Après, il y a des exceptions si c'est du full négoce ou si c'est plus sur un périmètre lié au serveur. Là, on rentre dans le calcul, comme disait Thomas un petit peu après. Ok, on va continuer un petit peu. Voilà, ça c'est deux petits ratios que j'ai découvert récemment sur un Service Leadership. C'est un site assez intéressant qui recueille beaucoup d'analyses de milliers de prestataires aux États-Unis et qui est assez fort pour quelque part assez rapidement voir s'il y a les rentabilités. Il regarde un peu les différents business models des prestataires. Et il expliquait dans une interview qu'il y avait deux indicateurs qui regardaient chez un prestataire et qui lui permettaient de savoir tout de suite s'il était rentable ou pas. C'est un premier ratio, c'est
votre chiffre d'affaires de service divisé par votre masse salariale de toute la production technique, encadrement compris. Donc en fait, ça vous donne combien d'euros de chiffre d'affaires je génère pour 1 euro que j'investis en production. Donc donc il citait qu'il fallait que ce soit entre 1 et 2, hein, donc 1 c'est vraiment le minimum, et il disait que ceux qui étaient au-dessus de 2, c'est ceux qui commençaient à gagner bien leur vie. Donc ça c'est vraiment en termes de production. Et le deuxième c'est plutôt sur la partie commerciale, donc qui faisait un ratio entre la marge brute divisée par la masse salariale de vos commerciaux. Et donc ça vous donne en fait combien d'euros de marge je génère pour 1 euro investi en commerce. Voilà. Donc c'est aussi assez intéressant comme ratio. Voilà, donc c'est une petite chose que vous pouvez. Donc là l'indicateur, je crois qu'il fait que ça soit entre 4 et 8 sur le deuxième, le ratio. Voilà. Voilà, c'est des choses que vous pouvez regarder. Sinon c'est Service Leadership, le site qui fait ce genre d'analyse. Voilà. Après, sur la suite, bien sûr, vous avez un peu tous les ratios financiers classiques, hein, donc là, on va pas spécialement s'attarder dessus, mais voilà, votre chiffre d'affaires en fonction de différentes catégories, les marges, votre rentabilité, le bilan, votre trésor, les ratios financiers. Il y en a un quand même qui est assez spécifique au MSP, c'est ce qu'on appelle le MSP Turning Point ou le point d'équilibre. C'est en fait le moment où vos revenus récurrents, le RMR, couvre l'ensemble de vos charges. Donc c'est le moment en fait où quelque part tous les mois vous avez un revenu récurrent qui tombe et qui vient couvrir l'ensemble des charges de votre entreprise. Donc c'est ce qu'ils appellent le MSP Turning Point. Et c'est après au-delà que vraiment vous allez commencer à gagner beaucoup d'argent. Ou un peu, suivant les cas. Voilà, regardez aussi les résiliations que vous avez eues. Hein. Combien vous avez perdu et puis pourquoi. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Donc l'analyser, puis peut-être aussi essayer de rechercher les causes et voir si pourquoi ça aurait pu, pourquoi ils ont arrêté, et puis s'il y a peut-être moyen de corriger certains points. Voilà. Après, c'est intéressant de voir un petit peu les leads, hein, donc toujours dans cette prise de recul, se dire bah tiens, si je fais des petites catégories, le nombre de premiers rendez-vous, ça me permet aussi d'évaluer est-ce que je suis plutôt dans une démarche vraiment de prospection où je découvre faire des rendez-vous découvertes avec des nouveaux clients pour justement faire grossir mon portefeuille. Ça permet aussi on a déjà vu certains prestataires de ne pas perdre le fil du premier rendez-vous, hein, parce que dès qu'on répond quelque part à des opportunités avec des clients existants, ben, on perd les automatismes d'aller séduire un nouveau client. Donc ça, c'est important de se dire, bah tiens, quel était mon volume et mon rythme. S'il y a eu des leads, de voir un petit peu quelles ont été les sources et si ça se regroupe et si je peux pas aussi faire des actions sur 2016 qui vont me permettre d'entretenir les sources de ces leads pour les augmenter. Et un taux intéressant, c'est quel a été mon taux de closing d'un premier rendez-vous en vente, parce que ça va me permettre, en fait, si je fais un calcul, il va me dire si je veux atteindre X milliers d'euros de revenus récurrents, si j'ai un taux de closing de 20%, je dois générer X rendez-vous pour arriver à ce taux de closing et les moyens et avoir en fin d'année ce niveau de revenus récurrents additionnel. Donc ça permet de faire des hypothèses sur mon rythme commercial. Donc on va parler un petit peu de la base de prospection. Quelle est la taille? Est-ce que j'en ai suffisamment? On parle souvent on va dire, la communauté MSP de WORM 250. Le WORM 250, ça va être les 250 prospects que je vais qualifier de rêve qui répondent à mes critères. Donc, est-ce que déjà j'ai défini des critères excluants? Je n'irai pas sur telle technologie. Si c'est du Mac, du Linux, je ne fais pas. Est-ce que j'ai qualifié le fait que c'est une société, mais finalement qui fait partie d'un groupe et qui n'a aucune autonomie sur ses budgets informatiques, donc ça pas grand chose que je perde du temps dessus, et est-ce que c'est dans mon territoire ou pas, où je vais avoir des difficultés à les adresser. Puis après, ça permet aussi de catégoriser, de dire bah tiens, premier contact suspect, ça devient un prospect. Après, je peux
le faire rentrer dans mon Warm 250. Donc si c'est une personne qui gère ce portefeuille-là, d'avoir aussi cet automatisme de dire si ça répond plus à mes critères, je le sors et j'en prends un autre. Et aussi de voir quelles sont été les personnes qui vont influencer soit dans mes leads ou qui vont me recommander ce qu'on appelle nous des CDI, centres d'influence, et qui vont soit être des ambassadeurs ou soit des gens qui vont attaquer la même typologie de clients et avec qui vous allez pouvoir vous renvoyer l'ascenseur. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de régulièrement de voir ces gens-là, parce que c'est très rare quand on voit la personne que l'opportunité soit dans la discussion le jour même. Donc ça demande de d'entretenir et de régulièrement se donner des nouvelles. Et aussi de se dire dans ma base, c'est hors cible ou c'est des gens que j'ai eu du mal à joindre. Donc peut-être que je réfléchisse à un autre modèle pour les attaquer, mail, événements, recommandations, réseaux sociaux ou autres pour justement essayer différents types d'actions pour arriver à les joindre et aussi comment ça évolue. C'est intéressant de voir est-ce que j'ai une base de prospects qui grossit suffisamment, ça reste trop en modèle suspect, donc ça permet aussi de voir avec quoi vous partez. Et c'est vraiment la richesse commerciale, hein, donc important qu'elle soit vraiment enrichie et qu'il y ait suffisamment de cartouches pour aller atteindre vos objectifs. Alors Thomas, les objectifs en 2016. Alors, quels sont vos objectifs en 2016? On Ambitieux. va attaquer donc ambitieux, très ambitieux. Donc il y en a un qui est vraiment important à voir, c'est le RMR, hein. Donc c'est combien de RMR vous voulez ajouter dans l'année, hein. Donc soyez assez précis, hein. Donc si vous voulez rajouter 10 000, 12 000, 20 000, 30 000, voire plus, voilà. Mais en tout cas, ayez un objectif de RMR, et puis après, bon, on vous montrera aussi, mais après, pour atteindre cet objectif, il y a un effort derrière à fournir, donc il faut aussi que ça soit un peu réaliste par rapport à vos ressources, votre taille. Voilà. Donc si vous faites 5 000 de RMR, n'imaginez pas passer à 50 000 en un an, c'est assez peu probable. Donc à partir de cette valeur de RMR, on va dire 10 000 par exemple, vous allez pouvoir en déduire à partir du revenu moyen que vous allez estimer par client, combien de nouveaux clients ça va représenter et donc à quel prix. Et puis vous allez pouvoir aussi estimer la taille par rapport au PMPU que vous allez viser. Donc, par exemple, si vous visez des sociétés d'une vingtaine de postes à 50 euros par exemple, voilà, ça va vous faire 1000 euros par mois de contrat. Et si je veux arriver à 10 000, eh ben, il va m'en falloir 10. Voilà. Donc après, j'ai 10 clients, donc tout ça, je vais essayer de ramener ça au mois. Comme ça, je vais pouvoir suivre au mois, au trimestre, où est-ce que j'en suis. Mais effectivement, si je veux avoir, si j'ai besoin de 10 clients dans l'année, effectivement, il va falloir que j'en ramène à peu près un tous les mois, hein. Donc pour avoir un client tous les mois, il faut quand même que je puisse, il faut que je rencontre quand même un peu du monde, hein. Donc c'est sûr que si j'ai un taux de closing de 20 ou 30%, effectivement, il faut que j'ai au moins 4 rendez-vous par mois avec des nouveaux clients pour atteindre ça. Voilà, donc ça c'est un peu l'effort commercial, hein, qu'il va falloir fournir pour atteindre l'objectif. Peut-être juste, je voulais juste montrer peut-être un petit tableau qu'on a rapidement. Euh, alors, un petit tableau Excel, mais qui est très simple, hein, très pragmatique, on va dire. Alors, je sais pas si vous voyez suffisamment. On voit très bien. Ok. Donc là, on rentre son revenu récurrent qu'on veut à 12 mois. Si on est sur une valeur à 1000 euros de contrat, un taux de closing de 20%. Là, ça va donner en fait les chiffres pour calculer rapidement le nombre la valeur de revenu récurrent mensuel tous les mois qu'il faut que je rajoute. Et comme un client pèse en moyenne 1000 euros, c'est, on va dire, entre un ou deux clients par mois qu'il faut que je signe. Ça me donne sur l'année. Et puis ça me donne aussi ce que je dois avoir par rapport à mon taux de closing dans le pipe et l'effort nécessaire que je dois réaliser en termes de rendez-vous, d'appels, etc. Donc c'est assez simple et ça permet aussi de se dire est-ce que comme disait Thomas, que ce soit pas trop ambitieux, que ce soit réalisable aussi. Donc si vous souhaitez ça, c'est un petit
un petit fichier qu'on pourra vous envoyer. Merci. Ok. Donc après, chez les MSP, il n'y a pas que du revenu récurrent, il y a aussi du revenu pas récurrent, ce qu'on appelle le RNR, qui est le revenu pour nous qui doit être issu des projets chez vos clients MSP. Alors c'est vrai que nous, on a une approche un peu puriste et c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Aux États-Unis, les MSP qui s'appellent pure player ne font pas de projets pour des clients qu'ils ne gèrent pas. Ils ne font que des projets pour des clients dont ils assurent le management du parc. Hein. Donc ils regardent uniquement le RNR qui est généré sur leur base de clientèle et les onboarding des nouveaux clients en maintenance, mais par exemple ils ne réaliseront pas un projet d'un client si derrière ils n'assurent pas le contrat du client. Donc pour regarder ça, sur le contrat récurrent, ils vont analyser le pourcentage, ça veut dire quel pourcentage de revenus non récurrents mon revenu récurrent me génère. Donc en fait, on sait que le fait d'avoir un client, de bien le suivre commercialement et aussi techniquement, va naturellement générer des choses en plus hein, en termes de projets et autres. Et donc ils regardent un peu le pourcentage voilà, du revenu non récurrent généré. Donc typiquement, on va viser 20-25% sur un client de revenus non récurrents. Voilà. Donc les deux gros drivers hein, qui permettent de venir améliorer ça, c'est d'être toujours dans un alignement, une standardisation de vos clients. Donc quand vous êtes toujours proactif pour venir faire rentrer vos clients dans vos standards, vous allez naturellement générer ce genre de choses. Et tout ce qui est lié autour de l'accompagnement, du conseil, de la posture DSI virtuelle ou externalisée, le fait d'avoir mis en place ces process-là de façon structurée génère naturellement du revenu. Et, et un MSP qui est très bien opéré avec des fonctions conseil, de la proactivité, du préventif, du suivi de standards, de l'alignement technologique, va tout naturellement vous générer du revenu de projet sans effort commercial. Voilà pour le RNR. Et après, vous pouvez travailler sur la distribution. Donc, quels sont les produits que vous allez vendre hein. Donc, ce n'est pas ça. On peut vendre des postes et des serveurs. Il y en a toujours besoin. Donc, quels sont les produits que je vends et quel est les niveaux de marge que je vise sur ces éléments-là. Voilà. Bon, après, la distribution, je pense que tout le monde en fait, il y en a qui le font très très bien. Dans le monde du MSP, il y a quand même des choses qui sont importantes en termes de distribution, c'est vraiment de limiter au maximum le nombre de fournisseurs que vous avez et les produits que vous distribuez pour vraiment aller sur de la standardisation. Hein, donc, ayez des catalogues de postes avec juste quelques modèles qui sont toujours les mêmes, que vous maîtrisez parfaitement, travaillez avec une seule marque de firewall, une seule marque de serveur, etc. Donc déjà, ça va vous aider, la standardisation va vous aider énormément dans votre opérationnel. Et vous allez aussi avoir un effet de levier de négociation plus gros autour des fournisseurs. Voilà. On avait 2-3 questions. Ouais. Est-ce que le DSI, tout ce qui est DSI conseil, c'est du revenu non récurrent ou est-ce qu'on le met pas, ou on ne met pas en RMR? Ça dépend si vous l'incluez dans votre revenu récurrent ou pas. Typiquement, nous, c'est des choses que, on va dire, un accompagnement régulier du client, pour nous, c'est quelque chose qui fait partie de l'offre MSP, qui est intégré dedans. Donc, pour nous, c'est du récurrent. Voilà. Après, si c'est une mission que vous réalisez ponctuellement en parallèle, etc., c'est non récurrent. Mais voilà. Après, si c'est une ligne que vous facturez de façon, même si c'est quelque part une option entre guillemets, mais que c'est une mission qui est récurrente, elle fait partie du récurrent, même si elle est facturée à part. RMR, ouais, c'est revenu mensuel récurrent. Okay. Voilà, donc si
Si c'est récurrent, vous pouvez le mettre dedans. Si c'est une mission ponctuelle, c'est non récurrent. Comment on Comment on dimensionne? dimensionne le temps? Ah, bonne question. Faut se faire un petit abac pour la. Comment dimensionne-t-on le volume de conseils par rapport à la taille du parc? On peut se faire un abac. Après, ce qu'on voit couramment aux États-Unis, c'est de faire un point trimestriel, donc un point de suivi trimestriel, mais de façon assez structurée en termes de contenu, de délivrables et de choses qu'on va regarder. On va dire que ça peut être une base et après vous pouvez sur des petits clients le diminuer à une fois ou deux par an, hein, si c'est plus petit, et sur des clients qui sont plus gros avec une grosse complexité, voilà, qui sont au-delà de entre 50 et 100 postes par exemple, on peut facilement faire une fois par mois si on veut, c'est pas incompatible. Surtout, ça peut être aussi une fréquence qui peut être un peu plus forte au début aussi. C'est-à-dire que quand on démarre avec un client, on va peut-être mettre un tempo un peu plus prononcé le temps que on ait fait les évolutions qu'on souhaite et avant que le client soit un peu stabilisé en termes d'environnement. On va dire une fois que les choses se sont calmées entre guillemets, on va pouvoir aller sur un rythme trimestriel. Ok. Voilà. Juste pour finir sur la distribution aussi, c'était ces services leadership aussi qui parlaient de ça, c'est qu'ils disaient qu'il y a des MSP qui se sont qui ont tellement standardisé qu'ils ont aussi ils ont réussi à caler les fréquences, les fréquences de renouvellement de leurs clients, de les aligner. C'est-à-dire que par exemple, ils vont aligner le renouvellement de tous les firewalls de leurs clients. Donc, par exemple, j'ai 100 clients, 100 firewalls. Je fais en sorte de les renouveler en même temps. Donc déjà, je vais avoir, on va dire, un minimum de modèles, je vais peut-être en avoir un ou deux, et je vais les changer d'un coup. Ça veut dire que à un moment, je vais aller chez mon fabricant favori et je vais lui dire, bah, j'ai besoin de 100 firewalls. Et du coup, vous allez avoir déjà en termes d'achat, de négociation, un poids beaucoup plus fort parce que vous allez d'un coup acheter un volume important. Et après, donc ça c'est déjà intéressant, vous allez gagner de l'argent. Et après, vous allez aussi gagner de l'argent en termes opérationnels parce que vous allez aussi faire un déploiement quelque part en masse. Ça veut dire que quand vous allez pouvoir l'industrialiser, c'est-à-dire que vous allez pouvoir préparer les boîtiers à la chaîne, faire des process très structurés et vous allez aussi gagner énormément de temps dans la mise en place. Donc c'est assez poussé dans le modèle, mais c'est des choses qui se font et qui permettent d'avoir des gros gains opérationnels. Ok, on va avancer. Voilà. Donc sur le business plan, on est un peu, il y a plusieurs niveaux, hein. Il y a vraiment le niveau, ce qu'on va appeler la vision. Donc ça, c'est vraiment vos objectifs personnels, la façon, ce que vous avez, la vision de votre société à 10 ans, et c'est vraiment très ancré sur vos valeurs, la culture, ce vers quoi vous voulez aller. De ça, on va le ramener sur des objectifs à 3 ans, hein, qui vont vous donner un peu votre feuille de route. Moyen terme, et ça va vous donner un peu les grands travaux à réaliser. Et après, on va aller de plus en plus dans le micro, donc votre plan annuel et après sur le trimestre avec des actions trimestrielles. Voilà. Donc si on reprend un peu les éléments, voilà. Donc la vision, c'est vraiment vos objectifs personnels, votre vision que vous avez de l'entreprise sur le long terme. Quelles sont les valeurs que vous voulez y mettre, la culture que vous voulez inculquer, ce genre de choses. L'objectif, c'est vraiment votre plan pour les 3 ans à venir à moyen terme et vous allez pouvoir identifier les grands travaux, les grands caps à passer sur ces 3 ans-là. Et après, on va venir aller sur l'année. Donc là, vous allez pouvoir faire des prévisions annuelles. Vous allez pouvoir définir les grosses actions clés qu'il va falloir réaliser cette année, les objectifs de l'entreprise. Et puis après, pour le mettre en musique, on va ramener ça encore au trimestre, où quelque part le plan devient plutôt des points, des actions, des choses qu'on va pouvoir aller mettre en musique. Donc l'idée, c'est de venir un peu
être de plus en plus granulaire quelque part pour que vous sachiez ce qu'il va falloir faire demain, quelque part qui va être soutenu par un plan, une vision beaucoup plus lointaine. Voilà. Donc sur le trimestre, ce qu'on aime bien faire, c'est avoir des priorités par trimestre pour responsabiliser un peu les gens, faire des thématiques. Voilà. C'est vrai qu'après, un peu de la même façon qu'on a montré un peu le nombre de rendez-vous qu'il va les faire, mais c'est la même façon. Donc si vous visez de monter à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires dans X années, bah du coup ça veut dire que à 3 ans il faut que vous gagnez 600 000 euros chaque année, et puis donc vous pouvez ramener ça à l'année puis au trimestre, et puis du coup à combien de nouveaux clients, quel chiffre d'affaires vous devez rajouter chaque mois, et puis combien de nouveaux clients vous devez acquérir ce mois-ci. Voilà. Mais c'est vrai que ça vous permet de vous projeter, hein, voilà. Donc là, par exemple, ça c'est un petit exemple à 3 ans, hein, par exemple, si vous êtes à 5% de rentabilité, que vous visez d'avoir un RMR à 3 ans de 780 000 euros, bah, ça veut dire que ça c'est votre revenu annuel, hein, c'est-à-dire que vous voulez atteindre 65 000 euros de revenus récurrents à 3 ans, bah, du coup il faut que vous en empiliez 20 000 chaque année. Et 20 000 chaque année, c'est 1800 par mois. Et après, donc, toujours avec la même mécanique, on peut en déduire un peu l'action commerciale, voilà, tout en venant de quelque chose qui est assez loin en termes de vision. Un an. Voilà, donc après, on peut ramener ça sur un an, hein, donc vous avez votre objectif de revenus récurrents, le prix moyen, le revenu moyen par contrat avec le PMPU, et après derrière, c'est juste qu'on va regarder, mais la rentabilité, la proportion aussi de revenus récurrents dans votre chiffre d'affaires, c'est un élément à regarder. Et après, les Américains, ils aiment bien regarder c'est un ratio qu'on utilise aussi, hein, mais c'est le CA de service par employé et le CA de service par employé total dans l'entreprise et par technicien. Donc c'est ce qu'ils appellent le levier, le leverage. Et plus ils vont optimiser leur opérationnel, et plus ils vont limiter le bruit chez les clients, etc. Et quelque part, plus ils vont venir faire augmenter ce chiffre d'affaires par technicien et par employé. Donc ils cherchent une efficacité la plus haute possible. Et pourquoi on fait ça, c'est parce que derrière, quand on veut venir empiler, rajouter des nouveaux clients, etc., c'est beaucoup plus facile quand on a une structure qui est extrêmement efficiente en termes d'opération. Donc, par rapport à vos objectifs annuels, vous pouvez faire l'exercice de lister les 5 actions prioritaires qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc par exemple, si vous ne faites pas de marketing, ben voilà, ça peut être de mettre en place une machine marketing. Si vous avez beaucoup de bruit chez vos clients, ou si vos équipes sont assez désorganisées, ou vous avez des problèmes de communication ou de fluidité en interne, bah, ça peut être de restructurer vos équipes techniques, ça peut être de mettre en place une machine commerciale, etc. Mais listez vraiment les 5 actions prioritaires qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs sur l'année, et puis quelque chose que vous pourrez regarder en termes de réalisation que vous avez pu faire. Voilà, donc après vous passez de l'année au trimestre, hein, et du coup bah, de la même façon qu'on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez passer ramener votre objectif. Là du coup vous pouvez le suivre en termes de récurrent, non récurrent et distribution. Donc vous pouvez vous donner un objectif, voilà, j'ai l'actuel et mon objectif à la fin du trimestre. Donc ça vous permet d'avoir un goal à 3 mois qui peut être intéressant en termes de revenus récurrents et aussi de revenus de service et de distribution. Mais c'est des choses que vous pouvez suivre. Voilà, et que vous pouvez après derrière décliner, comme on l'a montré en si j'ai 5 000 euros d'objectifs de revenus récurrents trimestre, bah, combien de nouveaux contrats, combien de rendez-vous il faut que je fasse, quel effort commercial derrière. Voilà.
Et comme pour l'année, vous pouvez, pour le trimestre, vous faire une 5 actions prioritaires pour atteindre vos objectifs, hein. Donc là, on va être sur des choses qui sont plus granulaires, mais par exemple, si vous avez, je sais pas, des mécontentements sur le support, les clients disent qu'ils ne sont pas rappelés, par exemple, voilà, donc ça peut être, je vais faire un focus sur les process de mon équipe support pour améliorer la communication vers le client. Ça peut être de mettre en place une réunion hebdomadaire pour les commerciaux. Si vous ne faites pas de suivi, de conseil de vos clients, imposez-vous d'aller faire des rendez-vous chez vos 10 plus gros clients. Voilà, donc des choses qui sont beaucoup plus tangibles et que vous allez pouvoir mettre en musique sur le trimestre et quelque part qui vont aussi être supportés par votre plan annuel. Voilà, alors encore deux petites choses que on voulait évoquer, c'est votre équipe, hein. Donc la ressource humaine, c'est quand même c'est quelque chose d'essentiel, hein. C'est important d'avoir les bonnes personnes, des gens performants, motivés, compétents, etc. Donc c'est vraiment très important et vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas les bonnes personnes dans le bus. Donc sur la partie RH, il y a déjà toute cette notion de rôle. Donc nous, on aime beaucoup travailler quand on intervient chez les gens, hein, sur les différentes casquettes, les mandats des gens, etc. Donc on se rend compte assez souvent que que les gens généralement ont beaucoup de casquettes et qu'il y a toujours plusieurs personnes sur les mêmes rôles. Donc ça, c'est quelque chose qui va créer énormément d'inefficacité dans vos process, hein, d'avoir des rôles flous ou très répartis. Donc c'est des choses qui sont bien à venir, bien redéfinir, bien recadrer. Est-ce que pour chaque rôle c'est la bonne personne, hein? Est-ce que ça correspond à ce qu'il a envie de faire, à ses compétences, etc. Il y a peut-être des chaises musicales à opérer, hein. Donc nous on voyait dans un MSP qu'on connaît aux États-Unis, chaque trimestre ils prennent un tableau, hein, ils font des grosses cases avec les grands services, ils prennent des post-it avec le nom de chaque personne et puis ils les replacent dans les cases. Donc ils repositionnent. Et à chaque fois ils se reposent la question, est-ce que c'est donc ils recomposent quelque part, ils repartent de la feuille blanche et ils refont leurs équipes, ils voient si s'il y a toujours une bonne adéquation ou s'il y a des arbitrages à faire, des changements de poste ou autre, un peu comme dans une équipe de foot. Voilà. Et juste sur l'évaluation des ressources, c'est une méthode que on avait vu aux États-Unis qui est assez facile à faire, mais c'est d'évaluer chacune de vos de vos employés, de vos techniciens en fonction de 3 critères. Et à chaque fois vous donnez une note entre 1 et 4 sur chaque critère et vous faites le total. C'est sur l'aspect compétences déjà, est-ce qu'ils sont techniquement compétents par rapport au poste qu'ils occupent? Donc est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils connaissent la technique ou est-ce qu'ils ont la connaissance du métier, la compétence. Après la performance, est-ce qu'ils sont performants, est-ce qu'ils font pas d'erreurs, est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'il y a besoin de repasser derrière eux et autres. Et après, ce qui est vraiment lié à la culture, c'est est-ce qu'ils ont un esprit positif, est-ce qu'ils sont tout le temps là, est-ce qu'ils aident les collègues, est-ce qu'ils tirent l'entreprise vers le haut. Donc c'est 3 critères, hein, qui sont très faciles à évaluer et qui permettent un peu de jauger les gens. Voilà. Et après d'expérience, on sait que c'est le plus gênant, c'est d'avoir des gens qui sont mauvais sur la partie culture, état d'esprit. C'est dur à changer. Voilà. Les autres, on peut travailler dessus, hein, on peut monter en compétences, former, travailler sur limiter les erreurs et autres, mais c'est vrai que quand les gens ont un mauvais état d'esprit, c'est pas toujours facile à corriger. Voilà, et une méthode, si vous voulez lire un petit livre, ces temps-ci, vous pouvez lire Mastering the Rockefeller Habit ou Scaling Up de Werner Nisch. Ils ont mis en place toute une méthode, hein, vous pouvez regarder un peu sur internet aussi cette notion de huddle, mais quelque part c'est je viens impulser un rythme dans mon entreprise et je vais le faire à travers différents moyens
pour venir aligner et faire communiquer mes équipes en permanence. Donc il y a plusieurs couches, mais ils font beaucoup ce qu'on appelle le huddle. C'est-à-dire le huddle, c'est je fais un petit point debout, toute mon équipe, soit le matin ou le midi, enfin un moment qui est toujours le même où tout le monde vient debout et puis hop, on s'échange des nouvelles, on regarde où est-ce qu'on en est, on fait passer deux trois infos, on aide les collègues qui sont bloqués, on essaie de débloquer certaines situations. Donc ça permet d'avoir quelque part tous les jours un petit alignement et tout le monde est là et on peut faire passer la communication de façon très fluide. Et après, ils vont instaurer des réunions hebdo, mensuelles, trimestrielles, après sur des thématiques un peu plus larges où on vient regarder un peu ce qui s'est passé, les indicateurs, les problèmes, qu'est-ce qu'on peut venir corriger, voilà, donner de l'info, de la vision et autres. Voilà. Mais je vous invite à lire un de ces deux livres. Scaling Up, c'est juste c'est la nouvelle version de Mastering the Rockefeller Habit, mais c'est la base. Vous pouvez regarder sur Google ou sur YouTube, vous verrez aussi des exemples. Mais c'est très efficace. Ouais. Très pragmatique. Voilà. On a répondu à pas mal de questions. On va pas tarder à terminer. On a un petit peu dépassé l'heure, j'en suis vraiment désolé. Est-ce qu'il y a des petites questions qui restent en suspens et qui vous souhaitez poser? Et on y répondra avec grand plaisir. Bon, ben, on va peut-être clôturer là. Juste pour terminer, les prochaines dates des webinaires, ça va être le 4 et le 18 février. On est encore en train de préparer la thématique. On a pas mal d'idées, mais on vous communiquera ça prochainement. Et sachez, très important, que nous serons à l'IT Partners. Donc cette année, c'est le 9 et 10 mars 2016 à Disneyland Paris, en partenariat avec Autotask et Webroot. Et on fera sûrement un petit pre-day event la veille au soir. Et l'idée, c'est vraiment de réunir des gens de la communauté MSP pour échanger et passer surtout un très bon moment. Donc on vous donne rendez-vous à l'IT Partners, on aura grand plaisir à vous voir de visu. Si vous avez la moindre question, vous avez mes coordonnées, et donc je serai joignable sur mon mobile ou par mail avec grand plaisir. Et je vous propose de terminer là. Voilà, bah merci à tous et puis à très bientôt. Puis n'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez des questions. Très bien. Bon week-end à tous. Au revoir. Bon week-end à tous. À bientôt. Au revoir.